Mais aujourd'hui, celle qui fait de l'argent sur la séduction des hommes, c'est toi. Donc pourquoi toi t'es pas une chouin? T'es une mère maquerelle un petit peu. Aujourd'hui, tu fais un marché sur les gens qu'on appelle malheureusement les incels. Tu capitalises, tu as tout un marketing, des formations que tu vends. En fait, c'est hyper dangereux de capitaliser sur des jeunes hommes aujourd'hui qui n'arrivent pas à coucher avec des femmes. C'est très drôle de dire que les femmes comme moi, on est des chouins parce que on met des photos sur les réseaux. Mais aujourd'hui, celle qui fait de l'argent sur la séduction des hommes, c'est toi. Donc pourquoi toi t'es pas une chouin? Est-ce que je peux répondre ou pas? Parce que c'est gentil de m'attaquer, mais si je réponds pas, c'est... Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai du mal à comprendre comment on peut être contre le féminisme. Alors déjà, je sens que je vais me taper des barres. Salut tout le monde et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui, nouvelle vidéo react. Je suis tombée sur ce débat entre Thaïs, une antiféministe, et une baddie engagée du nom de Melissa qui, voilà, ont été invités sur la chaîne de Carla Gebali pour un échange. J'ai trouvé la vidéo assez intéressante, alors j'aimerais qu'on la regarde ensemble pour qu'on puisse revenir sur 2-3 points. Mais voilà, avant de commencer, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire, liker, partager, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. En plus, nous sommes en fin d'année, alors faites le geste qui sauve. Arrêtez de regarder les vidéos sans vous abonner. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Abonnez-vous, maintenant. Bon, maintenant que le coup de pression est terminé, on passe à la vidéo. Est-ce que toutes les deux, vous pourriez me donner, pour vous, c'est quoi la définition du féminisme? Bah, le féminisme, c'est une des branches de l'égalitarisme. En fait, pour moi, ce qui est à l'essence de ce que définit la gauche, c'est le souhait de l'égalité à tout prix. Des rapports hommes-femmes, ça va être le féminisme. Enfin, comme tu le disais, voilà, tu es anti-classiste, raciste, etc. Donc, pareil, c'est mettre tous les peuples au même niveau. Donc, en fait, le féminisme, ce n'est qu'une des déclinaisons de l'idéologie égalitariste qui anime la gauche. Pour toi, le féminisme, c'est politique? Bien sûr. Bien sûr, c'est une idéologie politique. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui pensent que le féminisme c'est un courant social, sociétal, comme le mec dans la vidéo où je réagissais dernièrement, où il disait en fait qu'il voit un petit peu le féminisme comme un projet de vie sociale. Non, c'est très faux. Le socle du féminisme, même quand on remonte à ses racines, n'est pas un mouvement purement social. Il a une grosse connotation politique, il est d'abord politique je dirais même, ensuite économique et après, pour ceux que ça peut faire plaisir, il est devenu social. Il n'a pas été déposé là, en fait, il n'a pas été encouragé pour aider les gens. C'était d'abord pour aider les politiques. C'est pourquoi tous ceux vraiment qui croient faire dans le social en se positionnant comme étant féministe, non seulement se fourrent une bûche dans l'œil, mais en plus c'est inutile dans le sens où vous n'avez pas besoin de brandir une pancarte, la pancarte du féminisme comme je le disais dernièrement en live avec Yono, pour dire que voilà, vous luttez contre certaines inégalités, contre certains mauvais traitements et j'en passe. Alors, les féministes disent qu'elles veulent l'égalité. Moi, je pense que c'est plus une question de prise de pouvoir des femmes sur les hommes. On aura l'occasion de discuter, mais en fait, dans beaucoup de cas, on voit bien que les féministes sont quand même assez hypocrites sur ces questions et recherchent pas tellement l'égalité, mais en tout cas c'est ce qu'elles disent revendiquer et dans les faits elles nient souvent des différences comportementales, biologiques, psychologiques entre les hommes et les femmes. C'est un petit peu comme j'avais lu une fois dans mes commentaires où quelqu'un disait justement que le féminisme, en fait tout ce que le féminisme fait, c'est juste remplacer une dictature entre guillemets dans le sens où justement on part du principe que le patriarcat est une dictature, donc on espère, enfin ceux qui sont dans ça, espèrent remplacer une dictature par une autre dictature. Le mouvement féministe, quand on essaie un petit peu de l'analyser, quand on le voit, c'est une manière de dire aux femmes, c'est votre tour de marcher sur les hommes, c'est à votre tour de prendre les rênes, c'est à votre tour de dicter vos règles, c'est à votre tour de faire la loi, et si vous le voulez, de faire la misère à ceux-là qui ont toujours été au-dessus de vous. En l'occurrence, les hommes. Remplacer un système médiocre par un autre encore plus médiocre et encore plus autoritaire et dictatorial, ça ne va aider personne. D'ailleurs, on voit à quel point il fait des catastrophes plus qu'autre chose. J'aimerais juste que Melissa, tu nous donnes aussi ta définition du féminisme. Alors oui, forcément c'est politique, on peut pas apolitiser le féminisme, ça n'aurait pas de sens parce que ça parlerait pas aux faits société et ce pourquoi on veut aussi que ça change. Pour moi c'est notamment aussi un mouvement philosophique à la base, aussi social, qui du coup parle d'égalité des sexes mais pas que. C'est en fait surtout vouloir remettre en question le patriarcat, réinventer une société qui n'est plus patriarcale, donc où les femmes ont un rôle qui n'est plus cantonné à un genre, qui n'est plus cantonné ou en tout cas une destinée qui nous est accablée dès la naissance. Et en fait, moi j'ai un problème. Pourquoi est-ce que vous voulez lutter avec quelque chose qu'on vous a donné dès la naissance? Pourquoi est-ce que vous voulez aller en guerre contre ce que la nature a décidé que nous sommes? C'est-à-dire, vous êtes conscient qu'on vous a désigné pour quelque chose de précis, pour un rôle unique en son genre, parce que, qu'on le veuille ou non, le rôle de la femme ici, il est unique en son genre. Et vous souhaitez donc combattre ce que le destin vous a demandé de faire, littéralement, pour faire en sorte que l'humanité perdure. Donc vous voulez me dire que quoi? Que la nature n'est pas bien faite, que la nature ne réfléchit pas bien, ou alors que la nature s'est trompée. Mais bon, soit, chacun est libre de s'opposer aux forces qui lui plaisent et si les féministes ont décidé de s'opposer à la nature, eh bien qu'il en soit ainsi. Et Thaïs, dis-moi, pourquoi est-ce que tu détestes le féminisme?
En fait, tout de suite, on sent que la présentatrice n'est pas là pour être neutre. Elle l'a même dit au début qu'elle est féministe et qu'elle ne comprend pas comment une femme peut ne pas être féministe. Donc là, en fait, elle est venue abattre l'ennemi. Et si vraiment quelqu'un serait tenté de me poser la même question, je ne déteste pas le féminisme. Je trouve juste que c'est un courant manipulé pour nous faire adhérer à des choses qui ne vont pas nous aider et qui n'aident clairement pas. C'est visible, c'est un fait. Et je suis juste un petit peu peinée et interrogative sur pourquoi est-ce que les femmes qui ont adhéré à ça ne se posent pas les réelles questions en fait. Je déteste pas le féminisme, en réalité ça m'est un peu, j'en ai un peu rien à faire. Moi juste je le critique parce que je considère que c'est un des obstacles qui rend néfaste, enfin qui empêche un épanouissement entre les sexes, une meilleure compréhension des hommes et des femmes. Je pense que voilà le féminisme est assez délétère dans ce sens, a instauré un climat vraiment toxique, nocif, avec énormément de ressentiment des femmes vis-à-vis des hommes, mais ce qui favorise aussi le ressentiment des hommes vis-à-vis des femmes. Et justement, j'étais sur le point de le dire. Aujourd'hui, le mal qui est fait, il est dit à vice-versa. Aujourd'hui, à cause de ce mouvement, tout le monde se prête des intentions. Les femmes, par défaut, disent des hommes que ce sont des prédateurs, ils sont dangereux, narcissiques, etc. Alors que si on doit parler statistiquement, les hommes dangereux de cette planète n'atteignent même pas les 20%. Et voilà, à contrario, les hommes disent des femmes qu'elles sont hystériques, qu'elles se payent en permanence, et qu'en dehors d'une satisfaction sexuelle, aujourd'hui, elles ne servent à rien. Est-ce que vous voyez un petit peu là où nous en sommes? Comme le féminisme a menti sur tout un tas de sujets, sur le fonctionnement, notamment le fonctionnement, je veux dire même psychologique, comportemental des femmes, quand on va te dire que voilà les attentes des femmes vis-à-vis des hommes et inversement peuvent être les mêmes, qu'on peut traiter les individus exactement de la même manière en faisant fi de la réalité biologique de ce qu'ils sont. Du coup, moi les filles, je me demandais avant qu'on commence réellement à rentrer dans le débat, comment vous êtes toutes les deux construites votre engagement? Moi, j'ai commencé mon engagement, je pense, d'une façon assez naturelle. Du coup, moi, je savais te répondre à une de tes questions, mais je suis donc une femme, forcément, latina, maghrébine, qui a grandi en banlieue dans un milieu pas forcément très aisé. Donc forcément, j'ai eu des discriminations qui sont arrivées au fil de ma vie. D'abord, là où j'ai grandi, donc en banlieue, déjà, j'ai été discriminée par des gens qui sont censés me ressembler. Tu vois, comme quoi, l'égalité, même par des gens qui nous ressemblent, des fois, elle arrive pas forcément. Et en fait, à force de voir les discriminations que moi je vivais et aussi celles que mes proches vivaient, tous mes amis. Par exemple, les discriminations? Ça va très vite, hein. Quand on est en banlieue, déjà quand on est une femme, il y a deux types de discrimination. Moi, j'aime bien parler de, je trouve que c'est quelque chose qui résume assez bien l'idée. T'es soit une nonne, soit une... On va censurer les mots pour les plateformes des réseaux. Donc en fait, il n'y a pas d'entre-deux. C'est des choses qui vont très très vite. Une réputation, elle est faite très très vite. En fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se passent et avec le recul, t'as un autre jugement. Et moi, ces filles-là, je les ai vues changer de collège, je les ai vues avoir des réputations horribles et on les croyait pas en fait. Parce que forcément, si t'étais une fille à qui on prêtait des relations sexuelles, à qui on prêtait même juste un smack, t'étais pas une fille qu'il fallait écouter. Toi, Thaïs, tu revendiques beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux le fait qu'une femme ne devrait pas avoir le même body count, c'est-à-dire le même nombre de relations sexuelles qu'un homme, ou en tout cas que dans la société c'est mal vu après pour se marier, c'est ça? Disons que c'est un peu plus complexe que juste de dire ça. Pour d'abord parler ça, puis après je réponds à ta question avec plaisir. Moi au départ je me suis engagée sur toute autre chose qui était les questions effectivement migratoires. J'ai commencé à m'intéresser aux questions migratoires parce qu'en fait j'étais à la fac et à une fac à Toulouse, le Mirail, et puis en fait c'est au sein d'un quartier qui est extrêmement remplacé. En tout cas le fait est que j'étais pas à l'aise à rentrer chez moi le soir, quand dans l'allée pour rentrer vers le métro, je sais pas, tu te sens pas en sécurité. Le campus c'était une réalité à part de ce quartier, mais franchement ça craignait. Et dans le métro, le nombre de fois où je me suis retrouvée être la seule blanche dans la rame. Mais le problème justement, c'est pas les hommes plutôt que les immigrés? Et ça c'est une autre question qui est intéressante que tu soulèves, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que la majorité des agresseurs sont des hommes. Pour le coup, Bon, déjà vraiment l'extrait, il sera beaucoup trop long si je me mets dans son entièreté. Vous êtes libre d'aller voir la vidéo pour vous faire un meilleur avis sur ce que je m'apprête à dire. En fait, Carla, la présentatrice, les a un petit peu confrontées sur les raisons de leur engagement dans les courants dans lesquels elles sont respectivement. Et donc Mélissa, féministe on va dire, parce qu'elle a vécu en banlieue, parce qu'elle a vu les atrocités qui s'y passaient, parce qu'elle a vu justement les marginalisations féminines et j'en passe. Et en effet, vu que ça l'a beaucoup impacté, elle s'est justement positionnée pour dire que ce n'est pas un exemple à suivre, ce n'est pas quelque chose qu'on doit enseigner à des petites filles et j'en passe. Et Thaïs, elle a vécu dans un milieu totalement différent où la principale insécurité qu'elle a eu à affronter était justement face à des étrangers, des migrants. Et c'est d'ailleurs justement ce qu'elle dit, que son positionnement était beaucoup plus pour des questions de migration, pour l'insécurité croissante qui a été entre guillemets apporté par tous les immigrés, tous les étrangers et j'en passe. Et après, ils vont faire un bref aperçu sur l'affaire Gisèle Pelicot qui justement est un petit peu une manière d'exprimer le fait qu'il ne s'agit pas ici de migrants ou d'étrangers, qui justement est un petit peu une manière d'exprimer que subir des agressions n'est pas défini par le genre, n'est pas défini par l'origine. Donc une manière d'exprimer le fait qu'il ne s'agit pas ici de migrants ou d'étrangers si vous voulez. Aujourd'hui, un agresseur, il peut être soit de ta famille, peut-être une connaissance, peut-être une personne qui partage tes mêmes origines. Donc une manière en fait de lui
lui dire, de lui faire comprendre à Thaïs que se positionner par rapport à l'insécurité que les étrangers amènent en France précisément, ce serait faire un raccourci un peu trop facile parce que justement, comme dans l'affaire Gisèle Pelicot, il n'y avait que 4 étrangers, si je me trompe pas, et que principalement le reste était purement français. Dans tous les cas, elles ne se sont pas engagées dans les courants dans lesquels elles sont pour les mêmes raisons et il y a 2 paradigmes absolument différents qui s'opposent et vu que l'une comme l'autre est excessivement ancrée dans ses croyances, ce serait compliqué un petit peu d'avoir un avis très objectif de leur part quand quelqu'un vous dit que elle, sa menace, ce sont les étrangers et l'autre vous dit que sa menace, ce sont les hommes tout court. Donc déjà, il y a dissonance. Ce sont 2 mondes de pensée différents. Et pour ma part, justement, ce que j'aimerais préciser dans ce genre de situation, c'est que ramener tout à la race ou alors à l'appartenance, ce serait ne vraiment pas avoir le problème. Lorsqu'on parle de comportement toxique, problématique masculin, il est important ici de préciser qu'il ne s'agit pas de traits ou de caractères propres à un certain type de personne, de race ou d'humain. Non seulement parce que l'affaire Gisèle Pelicot le montre, mais aussi dans plein d'autres cas de V ou d'abus en France et partout ailleurs. Mais bon, c'est ce que elles, donc Thaïs a eu à voir, c'est ce que elles ont chacun eu à voir, donc ça ne servirait à rien d'essayer de leur expliquer quoi que ce soit ici. Les filles, je voulais qu'on passe à un autre sujet, merci beaucoup en tout cas. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la liberté sexuelle. Mélissa, toi tu as fait beaucoup de photos en lingerie, c'est comme ça que tu t'es un peu lancée sur les réseaux à la base? Pas vraiment, c'était plutôt un métier à côté, donc c'était vraiment un métier rémunéré. Je faisais de l'e-shop, donc c'était vraiment des photos faites en majorité par des femmes, c'était souvent des capsules, enfin des stylistes en tout cas femmes pour lesquelles je travaillais, des trucs inclusifs et donc qui étaient pour vendre des produits à des femmes. Et toi tu te sentais bien de mettre des photos en lingerie, tu te sentais femme? Moi c'était pas une idée de me sentir femme ou pas femme, c'était d'abord un métier, voilà, vraiment où c'était quelque chose à côté de mes études où j'ai commencé à gagner de l'argent là-dessus. À la base je faisais maquilleuse à côté parce que déjà j'adorais ça et parce que ça m'apportait un petit peu d'argent à côté de mes études et de mon job étudiant que j'avais, j'avais beaucoup d'activités et un jour on m'a demandé de passer devant la caméra donc ça s'est fait comme ça et puis parce que aussi je ne rentre pas forcément dans les codes, en tout cas j'ai pas les mensurations pour faire de la mode ou de l'édito, j'ai très vite fait de la lingerie parce que j'ai une grosse poitrine. Du coup j'ai vu tes photos sur ton Insta, je les ai vues, les photos elles sont très jolies. Merci. Et je voulais aussi rebondir sur une vidéo que Thaïs a fait récemment où tu disais qu'une fille qui met des photos en bikini sur Insta fait la tchouin. Oui. Comme je le disais vraiment, la journaliste, elle n'est pas là pour venir jouer ici. Elle a un ennemi à battre et c'est Thaïs. Mais bon, allons-y, on va écouter sa réponse. Des difficultés à trouver un mari en postant ce genre de photos? Alors je dis pas qu'aujourd'hui malheureusement c'est pas forcément le cas, mais je regrette que ce soit pas le cas parce qu'en fait il y avait une règle très simple par le passé, c'est qu'en fait t'avais un peu 2 catégories de femmes, c'est-à-dire que les hommes considéraient qu'avec les femmes avec qui on couche, les femmes qu'on épouse. Et en fait le problème aujourd'hui c'est que les filles sont encouragées à avoir des comportements où en fait elles se déprécient, elles se respectent pas, elles se donnent à n'importe qui, elles ont pas de discernement en matière d'hommes. Des photos c'est pas se donner à n'importe qui, c'est 2 choses différentes. Oui mais en fait tout ça, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu vas chercher de l'attention, la manière dont tu vas parler, te comporter, accumuler les expériences sexuelles, c'est quand même au-delà même de l'aspect purement à la limite morale, au-delà même de ce que moi je pourrais penser. En fait, c'est déjà révélateur de ton caractère et en fait de ta capacité à t'attacher à un seul homme. Si t'as besoin en permanence de l'attention, du coup tu penses que je suis une chouin? J'ai pas dit forcément que t'étais une chouin, en fait je connais pas si, parce que t'as dit que quand C'est là où la bagarre commence. Bon, déjà, avant que les choses commencent à se tendre et que voilà, ça commence à partir en vrille de part et d'autre, ce que moi, je tenais à dire par rapport à justement ce que Carla a mis en avant et ce que Thaïs a expliqué. C'est un fait aujourd'hui que lorsqu'une fille n'a pas de problème à afficher son corps ou alors son intimité, parce que justement faire des photos en lingerie c'est intime, je suis désolée, c'est un fait, c'est potentiellement révélateur justement du fait que voilà, ça ne pourrait, donc c'est une éventualité, ça ne pourrait pas la déranger soit d'en faire un petit peu plus vu qu'elle en est arrivée là, que ce soit pour de l'argent ou pour de l'attention, peu importe, soit justement que le regard que les hommes, on est d'accord que la plupart des photos ne sont pas regardées que par les femmes, on va être honnête, ça ne la dérangerait probablement pas le regard qu'on porterait sur elle et ça supposerait, voilà, toujours dans l'éventualité, qu'elle pourrait ne pas avoir de problème à se porter vers des relations légères. Je m'explique. C'est-à-dire que vu qu'elle affiche son corps, on pourrait se dire peut-être qu'elle n'est pas là pour chercher forcément le romantisme, pour chercher, je ne sais pas, l'homme de sa vie. Et plutôt que quand elle voit un mec qui va lui plaire, si le mec veut gérer un bail avec elle, elle ne va pas réfléchir à 4 fois, vous voyez, elle va directement accepter sans se prendre la tête. C'est ce que suppose un comportement ou alors une image, une présentation, un positionnement comme celui-là. Maintenant, ce que moi j'aimerais souligner avec le fait que justement Mélissa faisait des photos en lingerie, dans son cas précis, comme elle le dit, c'était un métier pour joindre les 2 bouts. Je ne suis pas sûre qu'elle ait d'abord pensé au male gaze, c'est-à-dire en d'autres termes le regard des hommes, avant de penser à l'argent qui va arriver dans son compte bancaire à la fin du mois. Elle l'a dit, elle était issue d'un milieu pas du tout aisé, donc il va falloir se débrouiller, il va falloir trouver des sources de revenus. Et elle a donc choisi la lingerie parce que
voilà, apparemment elle avait le physique pour. D'autres auraient pu choisir tellement pire pour faire de l'argent. Mais justement, ce qu'elle essaye de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'elle a choisi de faire ce métier pour joindre les deux bouts qu'elle a une chouin, vous voyez. Que vous le vouliez ou non, il y a de cela 50 ans, il y avait également des magazines où des femmes présentaient des lingeries féminines. Maintenant, est-ce que ces femmes-là étaient des chouins? Je n'en sais pas plus que vous. Cependant, ce serait beaucoup trop facile d'en faire un raccourci. Et aussi, point qu'il faut noter, c'est que nous sommes à l'ère où nous sommes. Et beaucoup de nous ne voulons vraiment pas voir la réalité des choses, ou alors ne voulons pas composer avec la réalité qui est en face de nous. Si avant des métiers comme faire de la lingerie peut-être étaient mal vus pour celles qui posaient dans ces magazines, aujourd'hui c'est très bien vu. Aujourd'hui on sait comment c'est facile de quitter de nobody à somebody avec ces couloirs-là, parce que justement tu peux te faire remarquer quand tu es dans des domaines comme ceux-là, parce que justement ce sont des domaines comme ceux-là qu'on met en avant parce qu'on sait que ça plaît. Et malheureusement beaucoup de personnes ne veulent pas composer avec ça. Ici vraiment je m'en tiens à la lingerie qui est un métier. Je ne suis pas en train de parler de toutes celles qui ont poussé le vice un petit peu loin, OnlyFans et autres. Non, pas du tout. Celles-là, je doute qu'elles se soient mises en lingerie, en sous-vêtements et qu'elles ont décidé de poster leurs photos sur Instagram parce qu'on les payait. C'est comme quand à l'époque j'étais sur Instagram, il y avait une jeune dame, Savannah Perkins, si je ne me trompe pas. Je la suivais sur Instagram et toutes ses photos, vraiment clairement toutes, étaient des photos de lingerie. Et quand vous lisez les descriptions, elle n'était pas là pour faire la belle. Elle vendait ses sous-vêtements ou alors elle était, je sais pas trop, promotrice de ces marques-là. Parce qu'il y avait toujours un lien vers un site d'achat, etc. À ne pas justement confondre avec celles-là qui ont décidé de pour de l'attention ou pour de l'argent ou pour vendre un quelconque service physique précis, ont commencé à se filmer en lingerie. C'est pas pareil. Et en fait, moi, ce que je déplore, je dis pas que toutes les femmes ne doivent pas faire ça et il y a des femmes qui font toujours ça et moi, je suis pour dire que les gens font ce qu'ils veulent. En fait, par contre, moi, ce que je trouve dommage, enfin même pas juste dommage, c'est qu'en fait, il y a un discours qui vise vraiment à banaliser ce comportement au maximum, encourager de plus en plus de femmes à reproduire ce type de comportement, mais dans un second temps, ne pas assumer la responsabilité qui va avec, c'est-à-dire le jugement que les gens vont porter sur toi. En fait, tu peux pas reprocher aux gens de te coller une image par rapport à ce qu'ils voient. Par contre, ça c'est très vrai. Beaucoup de personnes vont me dire que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est bel et bien par son habit qu'on reconnaît le moine. Seulement, il s'agirait, comment dire, pas de ne pas faire la part des choses, mais plutôt d'avoir parfois un petit peu de jugeote quand même. Si le travail de quelqu'un c'est de poser en sous-vêtements et de vendre donc de la lingerie, bien sûr, à des égards, par des personnes quoique extrêmes, on pourrait la juger clairement d'être une vendeuse d'épices. S'il ne se rassure pas, voilà, de lire la description pour voir en effet qu'il s'agit de vente de sous-vêtements. Mais est-ce que la personne qui vend les sous-vêtements et donc s'habille en lingerie pour les vendre, vous l'avez déjà vu, voilà, avoir un certain style d'attitude, un certain style de comportement. Et là, vraiment, je vais me positionner par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux et par rapport à tout ce qui est jugement, appréhension et autres. C'est très facile lorsque nous sommes derrière nos écrans de catégoriser des personnes en fonction de ce qu'on voit. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, c'est un fait. Maintenant, qu'il soit mauvais ou pas, que ce soit pénalisant pour certaines personnes ou pas, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous voyons et puis nous jugeons d'abord avant d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et ça, c'est donc un comportement typé réseaux sociaux. Comme là maintenant, à cause de mon contenu, on pourrait me traiter de tous les noms, de pick-me, de faire de la misogynie féminine ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on perçoit de moi à travers mes vidéos, quoique justement ces gens-là ne posent justement pas la réflexion loin. Mais si la personne ne s'est pas introduite dans mon quotidien, dans ma vie, c'est sûr qu'elle ne verra que ça. Je ne la connais pas, mais supposons que Mélissa dans sa vie quotidienne n'a rien à se reprocher dans le sens où justement, à part le métier de vendre de la lingerie, elle n'est pas du style à faire des trucs dégradants, bon, disons questionnables, voilà, pour ne pas être dans l'extrême. Tant que la personne n'affiche pas clairement en dehors de ce que vous avez pu percevoir sur les réseaux, un comportement problématique, un comportement questionnable, tant que vous ne l'avez pas vu hors de ce contexte, c'est beaucoup trop facile de juger de cette manière. J'ai juste une question à te poser, Thaïs. Il y a aussi beaucoup de mecs et tout aujourd'hui qui mettent plein de photos torse nu, ils sont, je sais pas, ils sont musclés et tout, ils sont parfois sexy. Non, mais pourquoi tu ne t'attaques jamais aux hommes directement dans tes vidéos? À chaque fois que tu parles, c'est directement aux femmes, en les pointant du doigt, mais jamais en disant oui, vous les hommes, vous faites ça. Pourquoi ça ne s'appliquerait qu'aux femmes? D'accord, parce que tu penses pour toi que c'est la même chose qu'une femme se mette en lingerie sur Insta et qu'un homme se mette torse nu. Et pour quelle raison c'est pas la même chose? Je pense que ça excite tout autant les femmes, hein, c'est juste qu'on le dit pas et qu'on se tient. Non, c'est faux. Ça excite pas du tout autant les femmes. Les femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes... C'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les hommes. C'est pour ça que les femmes notamment consomment beaucoup plus de romans érotiques et compagnie, et qu'en fait, et c'est davantage les hommes qui consomment de la pornographie. Je pense pas que c'est beaucoup parce de que l'acquis les hommes, et pas de l'inné. parce que les hommes sont plus visuels. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça c'est de l'acquis ou c'est de l'inné? Ouais, c'est de l'inné, ouais. C'est de l'inné, mais en du coup, grande partie. c'est sous quelle étude scientifique que tu dis ça? Ok, vraiment, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tout de suite, on va te demander des arguments scientifiques, etc. Mais bon, et si en dehors de la science, on se portait sur les faits? Ce que
que Thaïs vient de dire dans les faits, c'est la réalité. Une femme est dans l'imaginaire la plupart du temps, vous voyez, et la plupart des hommes sont dans le visuel. Et c'est tout autant pareil lorsqu'on parle du désir. Les femmes fantasment énormément et exagérément même, je dirais. C'est pourquoi, comme elles vont voir dans la vidéo un mec très BG, mais une fois dans sa tête qu'une idée va lui passer du genre, peut-être il n'a pas une aussi belle voix qui sied à son physique, tout de suite, la hype va redescendre. Alors qu'un homme, il n'en aura rien à faire que la femme en question ait une belle voix par rapport à son beau physique. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'il faut une étude scientifique pour démontrer ça, alors que ce sont des choses, voilà, qui sont observables. Je ne sais pas ici s'il est nécessaire de préciser que les femmes et les hommes ne fonctionnent pas pareil. Comment vous pouvez dire qu'un homme torse nu et une femme torse nu ou alors en petite tenue, les deux ont le même effet ou alors les deux ont le même impact? Évidemment que c'est faux. Le regard extérieur jugera toujours plus la femme parce qu'on sait que, parce qu'on se dit que, parce qu'il était de coutume d'observer que le corps de la femme, il doit être couvert, aussi simple que ça. Et que vous le vouliez ou non, féminisme ou pas, hein, ce sera toujours la plupart du temps très mal vu de se dénuder pour une femme. Par exemple, tu parles beaucoup parce que la misère sexuelle des hommes, etc., serait basée pour toi sur aujourd'hui que les hommes sont de plus en plus célibataires. Mais tu instrumentalises, c'est dit, ça là par contre c'est une vraie étude scientifique, mais qui dit hommes et femmes. Plus exactement ce que tu avais dit, mais tu avais dit en gros c'était sur le body count, c'était ton propos donc tu pourras plus nous rafraîchir la mémoire. Mais c'était qu'en fait quand les femmes couchent, après elles sont plus capables de sécréter des hormones, de plaisir, etc., Alors, parce qu'elles ont trop sécrété d'hormones en couchant et que les hommes, eux, c'est pas comme ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, donc c'est bien de clarifier le propos, parce que ce que j'ai dit, et je pense que c'est ça que dont tu es en train de parler, c'est qu'effectivement, la manière dont les femmes tombent amoureuses des hommes, ça passe davantage que les hommes par le sexe. Les hommes ont cette capacité à dissocier le sexe de l'amour. Un homme peut tout à fait coucher avec une fille et ne ressentir aucun sentiment amoureux pour elle. Une femme, ça va être plus difficile, et je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est plus difficile, et que ça arrive souvent. Le nombre d'histoires où en fait la fille, elle commence en disant oui, je veux bien être ton plan cul, etc. Et elle finit par développer des sentiments amoureux pour le mec, et le mec, lui, bah non. Donc, est-ce que c'est ça de l'inné passe... ou c'est de l'acquis? Bah c'est de l'inné, tu vois. Sous quel notamment ce truc d'hormones dont tu parles, c'est-à-dire que en fait les femmes vont davantage sécréter d'ocytocine via le rapport sexuel qu'un homme. Bah, si, c'est vrai. Bah, c'est une fausse étude scientifique. Et en fait, Bon, vraiment, dire c'est faux sans ajouter un contre-argument, c'est un petit peu inutile. On pourrait faire ça toute la journée. C'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Le point cependant que je trouve très vrai, c'est lorsque Thaïs explique que les hommes et les femmes ne tombent pas amoureux de la même manière. Maintenant, l'argument de l'épuisement de l'ocytocine via l'accumulation de nombreuses relations, de nombreux partenaires, ça reste à vérifier, mais ce qui est indéniable, c'est qu'en effet, plus une femme a des relations, plus elle change, que ce soit en bien comme en mal. Contrairement aux hommes, la femme, quand elle se met dans une relation, vraiment, peu importe le style de relation, que ce soit sérieux ou pas sérieux du tout, qu'elle le veuille ou non, elle va forcément se mouler ou s'adapter en fait au mec en face. Maintenant, est-ce que ce moulage, il est sans conséquence? Je ne pense pas. Parce que c'est sûr que à force de vouloir entrer dans le moule de 15, 20, 30 personnes, au final, forcément, ça laisse des séquelles. Par exemple, si moi, j'arrive pas à trouver l'amour et j'ai vraiment une pulsion sexuelle, j'ai envie de coucher avec un mec, c'est mon corps qui le veut. Qu'est-ce que je suis censée faire? bah là, c'est la deuxième chose, c'est qu'en fait, les femmes n'ont pas ce type de pulsion, ou beaucoup moins ce type de pulsion, on va dire, qu'ont les hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils vont davantage concevoir le sexe comme une sorte de éteindre certaines frustrations, en fait, alors que les femmes, ça va plus être un désir amoureux. Tu désires quand même rarement. Et parfois, ton corps, il en a besoin. Oui, mais c'est pas la question, mais c'est pas quelque chose. Genre, en fait, toi, t'as jamais été en chaleur, genre avant ton ovulation, pendant. Bon, là au moins il y a une question justement importante qui a été soulevée. Que faire quand on a le corps en feu et que notre corps justement demande à être satisfait, en tant que femme bien sûr. Déjà il y a quelque chose qu'il faut savoir, la manière dont les femmes perçoivent la sexualité vraiment dépend énormément de l'éducation qu'elles ont reçue. Lorsqu'elles ont reçu pas du tout ou alors très peu d'éducation par rapport à leur sexualité, il sera très facile pour elles justement d'écouter les fameuses pulsions entre guillemets. Et bien sûr ça aboutit à plein d'erreurs comme Carla la présentatrice disait que voilà c'est triste, je n'ai pas été éduquée, je me suis faite balloter sans vraiment comprendre ce qui se passait par plusieurs hommes, etc. Et maintenant, vu que voilà, j'ai un body count, personne ne veut de moi, etc. Bon, déjà, petite parenthèse, hein, tant que ça reste des erreurs, tant que ça reste des incompréhensions, je ne te parle pas des erreurs à la Lily Phillips, je te parle vraiment des erreurs qui n'atteignent pas vraiment les 10. Parce que c'est sûr que si tu collectionnes 10 erreurs, donc 10 mauvaises relations, sans te poser et vraiment te poser des bonnes questions, c'est-à-dire tu t'arrêtes et tu réfléchis, alors ça veut dire qu'en réalité, tu n'en avais rien à foutre. Donc, tant que ce sont des erreurs et donc que tu t'es arrêté à un moment parce que tu as constaté l'erreur et que tu as travaillé sur toi, il sera très facile pour toi de rebondir et d'être une nouvelle femme. Et voilà, d'être capable de tout à fait avoir des relations saines et épanouies. Cependant, celles qui ont donc une éducation sexuelle soit sévère, soit bien amenée, sont justement ces filles-là, la plupart du temps, qui vont savoir se maîtriser, savoir se contenir, savoir attendre. Bon, là, je ne parle pas d'attendre le mariage avant de le faire. Je parle uniquement d'attendre d'être en face d'un bon partenaire, d'un partenaire suffisamment rassurant, en fait, avant de le faire. Et c'est justement quand on sort de ces principaux
au carcan là et qu'on met des choses inutiles dans la tête de jeunes femmes, de jeunes filles, en mode ton corps, ton choix, tu es libre d'écouter la moindre de tes pulsions, le moindre de tes délires, que des dérives souvent arrivent. C'est-à-dire, en dehors du fait que tu n'as pas reçu d'éducation sexuelle, la plupart des dérives viennent du fait que tu veux suivre, je sais pas, les conseils libertins de tes amis ou alors de la société par rapport à des questions de sexualité. Qu'on le veuille ou non, une femme avec plusieurs partenaires ou ayant eu plusieurs partenaires, ça pousse à réfléchir. Pourquoi ce nombre? Ceux qui vont vouloir réfléchir et vous poser des questions auront des réponses et voilà, décideront de quoi faire. Mais d'autres n'en auront rien à faire. Vous allez leur dire le nombre, ils vont simplement s'en aller et on ne peut rien y faire. C'est leur choix. Avant ton ovulation, pendant tes règles et tout, parce que nous on est cycliques. Mais c'est pas la question. Hormones. Oui, C'est totalement. depuis tout à l'heure on parle. Oui, bien sûr. C'est pas la question. De la base on est des On a animaux. des désirs. Non, mais c'est quoi ce délire? Ok, certes, nous sommes des animaux, mais encore heureux que nous soyons dotés de raison. Non, mais oh, mesdames, maîtrisez-vous, comportez-vous, je sais pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais si j'ai une envie, une pulsion sexuelle? Bah alors déjà ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Moi Non simplement. mais parce qu'il y a... non mais par rapport mais à je ton suis pas- raisonnement, parce que moi je vois Pour souvent être une tes femme de vidéos. haute valeur. C'est ça, pour être une femme de haute valeur et bonne à marier et que les hommes voudront après, parce que moi j'ai envie de me marier quand même. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà tu peux pas te retenir, enfin, ça n'existe pas le fait. Justement, est-ce que vous retenir ne fait pas partie de votre jargon? Parce que maintenant, faire la comparaison avec les hommes qui, eux, n'ont pas besoin de se retenir, sachez qu'un homme risque moins à faire le bordel qu'une femme. Rien que pour ça, moi, je me calme direct. Et elle vient de le dire, elle vient de parler d'ovulation, son corps en feu, etc. Je suis en ovulation, mon corps est en feu, et voilà, il y a un mec dans mes DM qui est là tout le temps en train de me faire du rentre dedans, et clairement, j'en ai rien à foutre de lui. Mais parce que mon corps est en feu, je dois lui écrire en mode, ouais, si tu veux, je viens, on gère. Non. Et le nombre de conséquences qu'il y a derrière ça, alors. Non, mais visualisez en fait l'après. Arrêtez de visualiser l'instant présent en mode il faut se satisfaire. Et c'est ça que je reproche souvent aux femmes qui sont dans ces histoires de féminisme. Elles ne sont que dans l'instant présent en mode ouais, tu as pris ton pied, mais après, qu'est-ce qu'on dira de toi? Et après, imagine, je sais pas, les conséquences qu'il y aura, des maladies, des grossesses, autant de choses. Moi, rien que pour tout cet amas de conséquences là, moi je me calme direct. Je ne sais pas vous, mais moi je me calme direct. Fait de peut-être. Quand les hommes ils se retiennent, c'est de la misère sexuelle. Donc nous on n'est pas en misère sexuelle. Alors non, déjà j'ai pas dit que les. Alors non, c'est très très faux. Vraiment, je ne vais même pas attendre la réponse de Thaïs. La misère sexuelle signifie qu'il n'y a pas d'offre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une femme voilà, qui est disposée à vous donner quoi que ce soit. Une femme qui se retient, ce n'est pas du tout une femme qui est en misère sexuelle. Elle soulève la question du fait que voilà, autant il y a des hommes célibataires, autant il y a des femmes célibataires. Mais sachez que ce n'est pas pour autant qu'une femme célibataire voilà, sera en manque de sexe. C'est très faux. Les seules personnes qui sont vraiment pénalisées dans cette histoire de misère sexuelle, ce sont les hommes. Pas pour dire qu'il n'y a pas des femmes en misère sexuelle. Non, il y en a. Juste que elles sont beaucoup moins représentatives que les hommes. Et qu'on le veuille ou non, hein, c'est toujours la femme qui a ce pouvoir-là à décider de quand est-ce que l'acte sera fait. Bien sûr, on parle dans une société où les gens sont consentants et où on ne force personne, etc. Dans des situations de consentement, c'est la femme qui donne le consentement, qui donne l'aval à l'homme. Donc, si l'homme ne l'a pas reçu, il sera mis sur la touche, il sera mis en attente et donc il souffrira de misère sexuelle. A contrario, donc, une femme qui se retient ne souffre pas de misère parce que justement, elle a la possibilité, mais elle se retient juste pour plein de raisons. Le problème de la révolution sexuelle, c'est qu'en fait, on a vendu la liberté sexuelle et l'absence de toute barrière sur ces questions-là, jouir sans entrave et compagnie aux hommes et aux femmes. Et les hommes et les femmes ont pensé que, yes, super, là, ça allait être la grande vie, on allait faire ce qu'on voulait, et puis tout le monde serait heureux, quoi. Sauf qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'au final, c'est plus un chaos généralisé qu'autre chose. Les gens sont malheureux, les gens sont de plus en plus célibataires, et en fait, moi, ce que je dénonce, c'est qu'en fait, tu peux pas vouloir la liberté sans la responsabilité qui va avec la liberté. C'est logique. Les libertés, comme tu disais tout à l'heure, les féministes, elles ont quand même gagné énormément de victoires. Si aujourd'hui, toi, t'es en mesure de faire de la politique et même de t'exposer sur les réseaux et même d'aller travailler le matin, c'est grâce aux féministes. Mais finalement, aujourd'hui, ce serait quand même bien de gagner encore une fois et d'aller encore plus loin dans le combat de la liberté sexuelle. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on part toujours du postulat que le féminisme nous a rendu plus heureuses, alors que, pardon, mais j'ai pas l'impression que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère était beaucoup plus malheureuse que nous. Je ne dis pas que les modèles du passé étaient parfaits et qu'il n'y avait pas des histoires tragiques dans ces lots-là, mais je dis juste que collectivement, c'était une solution, le mariage monogame, qui convenait quand même à la majorité des gens. Aux hommes ou à la majorité des gens? À la majorité des gens, Est-ce que les des hommes femmes et des étaient femmes. heureuses à l'époque? Mais je ne crois pas que ça rende heureuses Mais les donc toi, femmes. tu serais Je ne crois heureuse pas que ça rende heureuses les femmes de elles aussi se retrouver à majorité célibataire, d'être dans une misère affective. Parce que tu vois, je pense que beaucoup d'hommes sont en misère sexuelle, c'est-à-dire que c'est pas un choix de leur part, c'est qu'ils subissent un peu la situation. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être aussi qu'il y a une part de responsabilité qui vient d'eux. Tu as donné, Thaïs, les 5 signes qu'une femme n'est pas bonne à marier. Je vais les citer. Le premier, c'était elle ne s'entend pas avec sa famille. Le deuxième, elle a eu beaucoup de relations. C'est un procès là, Le en troisième- fait. Non, en fait, ma soeur, c'est littéralement un procès, je suis désolée. En fait, elles sont deux contre elle et la plupart du temps, vous l'avez vu, on ne la laisse même pas trop parler.
C'est trop. Non, Non, mais je bon, donne juste c'est- les faits. Pas du tout. Elle n'a que des amis masculins. C'est tes propos, c'est pas un Oui, procès. bien sûr. Non, mais ça, aucun Elle problème. sort Mais en en boîte fait, souvent bon. et elle ne veut pas d'enfants. Donc pour toi, ça, c'est les 5 signes qu'une femme n'est pas mariable. Ce sont des signaux qui peuvent aider un homme à déterminer si une femme a des chances d'être à l'origine d'une relation stable et pérenne sur le long terme. Moi, franchement, ce qui m'a le plus choqué de tout depuis le début, Ouais. c'est que tu critiques le travail des féministes parce que moi, je vais te parler à cœur ouvert. Ma grand-mère, elle a été féministe et du coup, c'est ancré en moi et c'est limite, ça me vexe pas un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure dans le sens où comment tu peux cracher sur le travail des féministes alors qu'aujourd'hui, on serait même pas là et on n'aurait même pas le droit de Déjà- voter ou de sortir avec nos enfants dehors dans Ah la mais rue sans eux. justement, déjà, il faudrait arrêter avec ce truc de ce serait pas devenu sans le féminisme. Déjà, c'est pas forcément vrai. Enfin, je veux dire, c'est si on a acquis certains droits civiques, c'est aussi parce que la société a évolué et qu'en fait, dans une société où le secteur tertiaire se développe, où en fait les métiers physiques sont de moins en moins, comment dire, la norme. Du coup, c'est normal que les femmes se mettent à plus travailler et donc c'est normal aussi que la société s'adapte et change les droits par rapport à ça. Faut arrêter de calquer un état d'esprit moderne. En fait, la notion de salaire, même pour les hommes, ça n'avait aucun sens à l'époque. En fait, les hommes non plus, ils avaient pas de salaire. En fait, les hommes non plus, ils avaient pas de chéquier. En fait, c'est les femmes, elles ont toujours travaillé. Simplement, les femmes, elles travaillaient à la propriété familiale, elles travaillaient au commerce familial. Et en fait, il y avait pas de salaire individuel. C'était, on travaillait pour la richesse de la famille. En fait, c'est une question de nuance. En fait, c'est une question. T'as des principes, t'as des valeurs. Moi, j'ai toujours dit que les gens faisaient ce qu'ils veulent, et je suis pour la responsabilité individuelle, la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Et l'un va pas sans l'autre. Et moi, simplement, ce que je tiens, c'est un discours responsable. Et en fait, ça énerve tout le monde parce que les gens, ils veulent les libertés sans les devoirs. Mais en fait, c'est juste comme ça que fonctionne le monde. Je te demande pas évidemment quel est ton body count, c'est ta vie privée, mais du coup, toi, concernant ton body count, tu fais attention aussi. Bien que sûr. Ça ne dépasse pas. Ah bah. Donc, si. Mais en fait, c'est juste une question d'avoir du discernement. Avoir du discernement dans ton choix d'homme. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça révèle une fille qui a beaucoup de, voilà, qui a enchaîné pas mal de partenaires sexuels? C'est pas simplement que c'est immoral ou pas moral ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est en fait un indice sur sa stabilité émotionnelle et sa capacité de discernement. Si elle Ça est, révèle quoi d'un homme? mais c'est une question qui est complètement différente. Honnêtement, il y a énormément à dire dans cette vidéo. J'ai vraiment dû sauter certaines parties pour que ça ne soit pas exagérément long au montage. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour les curieux, vraiment, je vous invite à voir la vidéo entière, voilà, pour vous faire votre propre avis et pour comprendre mieux peut-être ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes prises de parole. Sinon, le débat était plutôt intéressant, juste que les deux ne sont, ou alors les trois, vu qu'il y avait 2 contre 1, ne sont techniquement pas là vraiment pour essayer de comprendre la troisième. En fait, la Badi engagée, activiste, je sais pas comment c'était encore décrit, avait un ennemi à abattre. En fait, les deux, vu que la fin, la présentatrice dit que voilà, elle a un passé dans le féminisme, vu que sa grand-mère a été activiste et j'en passe. Donc, l'objectif, en fait, n'était pas vraiment d'écouter ce que l'autre avait à dire, mais juste d'acculer et de lui faire comprendre que voilà, elle pouvait avoir tort, etc. et autres. Et quand on fait un débat, vraiment, l'objectif n'est pas de vouloir à tout prix dire ce qu'on a à dire. Ce qu'on a à dire, on le sait. On doit en fait écouter ce que l'autre a à dire et justement, éventuellement rebondir et éventuellement critiquer en donnant des arguments. Mais bon, ça n'a pas toujours été observé tout au long du débat, donc bref. Dans tous les cas, moi, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. C'est la fin d'année. Faites un geste symbolique. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!